Alors, j'ai mon parcours, c'est un parcours scientifique. Donc j'ai fait un lycée scientifique, un bac scientifique, classe préparatoire, une école d'ingénieur, et ensuite, à l'époque ça s'appelait un DEA, et une thèse en physique. Donc j'ai un parcours scientifique. Et ensuite je suis rentré à EDF peu de temps après ma thèse. La thèse pouvant être considérée comme une expérience professionnelle que j'ai faite au CEA, qui est le commissariat à l'énergie atomique, le centre de recherche sur l'énergie nucléaire en France. Alors ça fait 10 ans que je suis à EDF, 11 ans. Alors, Électricité de France, l'histoire c'est effectivement une histoire française. Jusqu'il y a un peu plus de 10 ans, c'est effectivement une situation de monopole. EDF est présent seulement en France et fait entre guillemets tout en France. Et puis il y a 10 ans, il y a un phénomène d'ouverture de marché en France, ce qui autorise EDF à aller jouer aussi sur d'autres territoires. Et donc aujourd'hui, en un peu plus de 10 ans, EDF est passé, la moitié de son chiffre d'affaires est fait en dehors de France. Donc c'est vrai que Électricité de France sonne très France, la moitié de l'activité est faite en dehors de France. Pourquoi les États-Unis? Parce qu'on décide il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, de se rapprocher de la communauté qu'on pense apporter de l'innovation dans le monde de l'énergie. Il est important qu'on renouvelle nos activités. L'énergie va vivre une révolution dans les 20-30 ans qui viennent. On pense que la Silicon Valley est un bon endroit pour attraper ces innovations relativement tôt. Alors on est dans les milieux de l'énergie, hein, et EDF est très électricité. Donc quand on dit innovation, pour nous, ça veut dire produire de l'énergie autrement, si possible de manière renouvelable, ou en tout cas durable. Ça veut dire aussi transporter cette électricité jusque chez les gens, et ça veut dire aussi utiliser intelligemment l'électricité. Donc on couvre tout ce champ-là. Donc ça va du panneau solaire à l'éolienne, à des nouvelles centrales. Donc ça c'est une manière efficace de faire de l'électricité. Vous avez peut-être entendu parler de smart grid. Donc c'est cette tendance de rénover et de faire un système électrique intelligent. Donc tout ce paquet smart grid, qu'il faut imaginer un territoire qui va de la centrale à votre maison. Et puis le dernier paquet, c'est la maison. Comment utiliser cette électricité de manière efficace. EDF est très présent en UK, en Angleterre. Donc Londres et toute la région, tout le sud-est de l'Angleterre, c'est EDF, EDF Energy ça s'appelle. Et sur ce territoire-là, il y a de la production d'électricité, donc des centrales. Et puis on vend de l'électricité. On n'a pas d'opération de transport d'électricité, ce qu'on appelle les réseaux. Des positions assez fortes en Italie. EDF est très présent sur la production et la vente. Pareil, pas de réseau. En général, les activités de réseau sont on dit régulées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétition sur ces marchés-là. Par pays, vous avez un acteur désigné pour opérer des réseaux. On a une présence en Chine, historique, depuis 20-30 ans maintenant, sur de la production essentiellement. Et puis je finis par les États-Unis, où il y a 3 activités, l'une en production toujours. Notre spécialité, c'est quand même la production d'électricité. La deuxième activité, c'est du trading d'énergie. Donc on vend de l'énergie sur des marchés ou à des gros clients. Et la troisième, ici aux États-Unis, c'est les projets renouvelables. Donc on construit et on opère des champs d'éoliennes et de panneaux solaires. Bah alors, c'est pas la bonne formulation, mais au moins il y aura peut-être l'idée qui est, avant tout, je crois, le but de ce que je fais ici, c'est d'accélérer. C'est cette capacité d'accélérer. Donc après, est-ce qu'on veut accélérer ou pas, c'est une autre question. Mais donc, en tout cas, accélérer est possible. Oui, c'est à portée de main. Le premier, effectivement, participer au renouveau, si renouveau il y a, du nucléaire. Autrement dit, EDF a un rôle unique dans le monde du nucléaire. On est de loin l'opérateur le plus reconnu et le plus expérimenté en nucléaire. Il y a 58 réacteurs en France, c'est le seul pays où il y a autant de nucléaire, au moins en proportion. Donc oui, le premier c'est ça. La deuxième, c'est également oui sur les renouvelables, et notamment la Californie. C'est une région qui a démarré très tôt sur l'énergie éolienne et l'énergie solaire, qui a des ressources. Et donc la présence d'EDF ici, elle repose avant tout sur l'achat d'une compagnie il y a 7-8 ans, qui était californienne.
difficile aujourd'hui d'imaginer des scénarios énergétiques, et en plus aux États-Unis où on a quand même un besoin en énergie assez fort, difficile d'imaginer un scénario durable sans nucléaire. Alors on peut projeter à 2100, et là on peut se permettre de faire toutes les hypothèses possibles. Sur les 5-10 ans qui viennent, beaucoup de gaz, beaucoup de projets gaziers aux États-Unis, mais globalement, comment passer le siècle qui arrive sans nucléaire? Non, on n'y croit pas. En Californie, a priori, il n'y a pas de projet de construction de centrales nucléaires, hein. Ça c'est clair. Les événements récents, et notamment Fukushima ou autres, posent question. Alors si on est optimiste, on dit que ça peut retarder quelque peu les projets de nouveau nucléaire. Si on a une vision un petit peu plus dure, effectivement, ça peut porter un coup difficile au nucléaire. Donc, mais de toute façon, ce sont toujours des histoires très longues. Construire une centrale, ça prend entre 5 et 10 ans. La concevoir, ça prend la même chose. Donc à partir du moment où vous décidez de construire une centrale, et le jour où vous allez la mettre en opération, il s'écoule 20 ans. Donc on a l'habitude de ces temps très longs. Donc un an ou deux de retard, c'est pas ça qui va changer notre vision de l'industrie nucléaire. Pour être honnête, comme c'est nouveau et que personne ne sait vraiment comment l'appréhender, c'est presque de l'autodéfinition d'objectifs, même si c'est quand même validé, etc. Mais... Donc pour l'instant, on est sur des objectifs de nombre, en nombre. Avoir capté 5 nouvelles technologies, 10 nouvelles technologies ou services. Très vite, il va falloir évoluer vers la valeur créée. Parce que faire des contrats pour faire des contrats n'a pas d'intérêt. Donc les objectifs, pour l'instant, pour amorcer la pompe, sont des objectifs chiffrés en nombre, et ils vont se transformer très vite en dollars ou en euros. Mon rôle, c'est toujours de monter une équipe dédiée à l'innovation. Ça rentre dans un processus un tout petit peu plus large, où on a fait la même chose en Chine et la même chose en France. Donc il y a une équipe chinoise, une équipe parisienne à Pékin, une équipe française à Paris et une équipe américaine ici à San Francisco. L'idée étant de couvrir en gros le monde, si on peut. Donc une plaque Asie, une plaque Amérique, une plaque Europe. Notre rôle, il est alors concrètement de transférer les technologies. Ça veut dire de faire que EDF signe des contrats d'achat ou de développement avec des startups. Derrière, il y a un autre objectif qui est quand même d'influencer un petit peu la culture et de faire qu'on apprenne à rentrer dans un cycle un peu plus rapide et à travailler avec des plus petits que nous. Comme je vous l'ai dit, je viens ici chercher des nouvelles technologies qu'ensuite je porte auprès d'EDF, et mon boulot est de convaincre EDF qu'il y a un intérêt à adopter des nouvelles technologies. Et quand je dis intérêt, c'est à la fin des fins, c'est quand même apporter de la valeur. On a démarré ça il y a 18 mois. Tactiquement, il me fallait des succès relativement rapidement. Puisque c'est une nouvelle activité, il faut démontrer sa valeur le plus rapidement possible. Le nucléaire est probablement pas le champ où vous avez le plus de chances d'intégrer des nouvelles technologies rapidement. Donc je n'ai pas regardé beaucoup le domaine nucléaire, parce que je ne crois pas que ce soit le métier qui fasse le plus appel à l'innovation aujourd'hui. Donc j'ai plutôt regardé les énergies renouvelables, plutôt regardé l'utilisation de l'énergie, le véhicule électrique, tous ces aspects-là. Le nucléaire est peut-être pas la branche la plus innovante et celle qui attire le plus l'innovation. C'est quand même un lieu qui attire, qui est assez fascinant, assez magique, et qui commence à avoir des vraies innovations pour nos métiers de l'énergie. Donc j'ai beaucoup de gens d'EDF qui viennent, des délégations, en général des gens, on va dire, de management intermédiaire, ou des patrons de branches d'EDF qui viennent. Donc j'ai eu récemment quelqu'un qui travaillait sur les batteries, sur le stockage d'énergie. Ce que je vais dire n'engage que moi. Ici, il y a quand même cette magie entre des pôles d'excellence, recherche et scientifique, Stanford, Berkeley, de l'argent, beaucoup, privé, du capital risque, et cette culture d'entrepreneuriat dont on parle tant, cette culture du risque, des prises de risque phénoménales. Donc ces trois composants-là, ça fait quand même une alchimie qui fait qu'on tente. Beaucoup d'échecs, c'est fait pour ça.
mais c'est pas grave. Parmi 100 tentatives, 2 réussiront. Mon impression, mais j'ai quitté la France il y a maintenant quelques années, parce qu'avant d'être aux États-Unis, j'étais en Allemagne, donc c'est pour ça que je dis que j'ai quitté la France. Je pense qu'il y en a une culture de risque bien plus limitée, par éducation et par culture. La peur de l'échec, et très probablement, il faut être réaliste quand même, il y a un peu moins d'argent privé quand même qui circule. Pour citer un exemple, donc le capital risque qui finance ces startups ici dans la vallée lève plusieurs milliards de dollars. Donc quand vous avez plus d'1 milliard de dollars à consacrer à des nouvelles technologies de l'énergie, ça peut produire quelque chose. C'est des budgets qu'on n'atteint pas en France. En tout cas pas sous cette forme-là, pas avec cette liberté de choix comme on l'a ici. On est ici, on fait du réseau, on crée du lien, on achète des produits. L'étape d'après est probablement de mettre un petit peu d'argent. Il y a un aspect qui m'a frappé, qui est la facilité d'accès aux gens. Et ça m'a vraiment frappé. C'est-à-dire, j'ai de la chance, et puis EDF a une bonne réputation, et donc en général on me reçoit quand je sollicite quelqu'un. Mais vous pouvez accéder à des gens qui ont a priori une influence non négligeable. Que ce soit dans l'industrie, que ce soit politique, peu importe. On est toujours ouvert à une opportunité, toujours ouvert à un dialogue. Ça, c'est très agréable, très agréablement surpris. Il y a une chose qui finalement vient confirmer ce qu'on pourrait entendre, que j'interprète un petit peu différemment, mais qui est le côté marketing très poussé, ou comme on peut entendre parfois, ou comme j'entends de mes collègues français, qui est oui, on te vend des trucs, mais en fait ils n'existent pas, quoi. Je dirais pas le mot anglais, américain, mais bon. Et effectivement, on peut croiser des gens où on a l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de réflexion derrière. C'est le revers de la médaille d'aller aussi vite, je crois. Une idée, un peu d'argent, on y va. Et on valide pas toutes les étapes d'abord intellectuellement avant d'y aller, on apprend en faisant. C'est une autre méthode. Oui, je crois qu'il y a une reconnaissance d'une très bonne qualité des études françaises. On a des gens solides, on a des gens qui ont des bases théoriques et un raisonnement et des méthodes qui sont de très haute valeur. Je constate que pas mal de boîtes ici cherchent des ingénieurs français, parce qu'encore une fois, ce sont des gens qui sont somme toute relativement polyvalents, mais qui ont un bon bagage, en tout cas dans les domaines que je connais. Encore une fois, ce que je constate, c'est que les premiers pas d'une start-up en général se font avec des gens qui ont été formés localement, qui ont cette culture, encore une fois, entrepreneuriat, MBA et autres, mais que dès qu'on commence à consolider, dès que la start-up atteint une taille un tout petit peu critique, on renforce, on a besoin de compétences fortes qu'on assoit, et c'est là que les Français rentrent en jeu. Est-ce que j'utilise ce que j'ai appris? Oui. Oui, j'ai encore cette chance-là. Et donc, parce que je suis profondément ancré dans la technologie, et que pour faire une évaluation d'une technologie, je fais appel à ce que j'ai appris à l'école et aux concepts scientifiques, etc. Donc oui. Si on prend d'une part la croissance de la population mondiale, d'autre part l'augmentation du niveau de vie, de toute façon on ne passe pas, dans 40-50 ans on a un très gros problème. Et 40-50 ans c'est rien. C'est absolument rien à l'échelle, par rapport à ce que je vous disais, vous voyez, 20 ans pour faire une centrale. Donc 40 ans, pour nous c'est quelque chose d'appréhendable. Donc il faut réagir très rapidement, très rapidement. Si vous regardez toutes les ressources une par une, il y a largement de quoi faire pour alimenter le monde. Il y a suffisamment de soleil pour alimenter le monde, il y a suffisamment de vent pour alimenter le monde entier, il y a suffisamment de biomasse, si on ne faisait que de la biomasse, pour alimenter le monde. Donc, pris isolément, chacune de ces ressources, et il y en a en abondance, largement. Le problème, c'est l'accessibilité de cette ressource. C'est qu'il faudrait produire au bon moment, et il faut qu'elle soit là où vous en avez besoin. Donc si vous passez
votre temps à transporter de la biomasse d'un endroit à l'autre, vous allez consommer plus d'énergie qu'il n'y en a dans la biomasse. Donc c'est toute la question de la géographie qui vient là, qui vient de l'accessibilité de cette ressource. Donc globalement, il y a assez. Maintenant, est-ce que c'est équiréparti? Finalement, le soleil, il est relativement assez bien équiréparti. Du vent, il n'y en a peut-être pas partout. Donc oui, je suis confiant. Je reste confiant. Pour être honnête, ça marche pas trop mal. C'est-à-dire, c'était une idée, on a mis ça en œuvre et ça fonctionne. Il est possible, en étant en Californie, d'attraper des technologies nouvelles qui apportent de la valeur, etc. Je constate que le modèle se démultiplie un peu. C'est-à-dire, j'ai vu arriver des collègues de Renault, j'ai vu arriver des collègues de Total, Veolia réfléchit fortement. Donc je crois que c'est une tendance. D'une part parce que c'est quand même la nouveauté, c'est encore un grand centre de nouveauté ici. Peut-être que la fabrication se déplacera de l'autre côté du Pacifique de plus en plus, mais la création de l'idée, je reste un de ceux qui pensent qu'il y a de bonnes chances qu'elle arrive ici. Des conseils, le lien, garder ce lien, ne pas être coupé de la maison pour laquelle on travaille, ça je crois que c'est essentiel. La boîte pour laquelle je travaille, pour l'instant, m'a offert des lieux et des conditions de travail que j'apprécie fortement. Voilà, j'ai la chance de travailler pour un groupe qui a su répondre à ce quoi j'avais envie. Donc je vous ai parlé de l'Allemagne, je vous ai parlé de différentes choses. Rester ici dans 10 ans, d'un point de vue structurel, disons, ça ne rentre pas dans notre schéma. Donc ça voudrait dire quitter mon employeur actuel. Pourquoi pas? Je vous avoue que c'est pas... Non, a priori, non. J'ai pas de raison aujourd'hui de vous dire que je quitte EDF. Rentrer en France, pas forcément. Ça peut être les pays que je vous ai cités avant. Donc je pense que je vais trouver une parade pour pas répondre. Je vais vous dire que près de mes futurs petits-enfants. Si je peux.